Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 juillet 2026 et je suis là pour parler de ce qui se passe dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis. À mon avis, ce qui se passe en ce moment, c'est que, du côté iranien, ils essayent de détruire tout ce qui a une importance stratégique dans la région. Aujourd'hui, ils se sont surtout concentrés sur l'Irak, ces dernières heures, disons les 4 ou 5 dernières. Avant ça, c'était surtout toutes ces bases situées dans les pays du Golfe. Mais je vais commencer par ce qui s'est passé en Irak, parce que c'est particulièrement important. L'Irak partage une longue frontière avec l'Iran, et toutes ces forces kurdes sont là-bas. Ils voulaient lancer une sorte d'invasion. Pendant la guerre, et même avant, il y a toujours eu un plan israélien pour faire quelque chose sur cette frontière. Voici, vous savez, Voilà la photo de la base d'Al-Harir, dans le nord de l'Irak. Comme vous le voyez, ça brûle là-bas. Et l'explosion s'est produite parce que l'Iran a commencé à attaquer tous ses dépôts situés dans les bases américaines. Il y a plusieurs bases en Irak, dans le nord du pays, au Kurdistan irakien. Donc ils ont commencé par là. Leur but, c'est de tout détruire dans la région. Si vous vous souvenez, tout a commencé dès le premier jour. Quelle était la stratégie iranienne? Détruire toutes ces bases militaires dans la région. Et toutes ces armes, tout ce matériel, les radars, tout ce qu'ils ont, ils veulent tout anéantir. C'est l'objectif principal du côté iranien. Et là, on a d'autres images venues d'Irak. L'une d'elles, c'est celle-ci. Elles ont été tournées au Kurdistan irakien, à Erbil, à Souleymanie, dans ces villes qui sont si importantes pour le mouvement kurde et pour ceux qui s'opposent au gouvernement iranien ou qui essayent d'agir contre une forme d'invasion. Voici la deuxième séquence, comme vous le voyez ici, et on distingue les explosions secondaires. Attendez, je la remets un peu en arrière. Voilà, c'est plus clair. Oui, là, vous voyez bien les explosions secondaires. On voit qu'ils frappent leurs cibles, qu'ils détruisent tout ce que ces groupes possèdent dans la région. Et ce ne sont pas seulement ces groupes-là. Il y a une sorte de coopération entre les États-Unis, les Israéliens et ce groupe kurde. Tout ça fonctionne ensemble. Et même aujourd'hui, on a eu des informations venant d'Iran. Des forces spéciales auraient envahi le Kurdistan irakien et mené une sorte d'attaque contre des groupes kurdes. Au moins 8 d'entre eux, des commandants de groupes kurdes, ont été tués lors de cette opération iranienne au Kurdistan irakien. Yori fait partie des victimes. Les autres images montrent ceci. Toute la montagne est en feu, comme on le voit, à cause des attaques. C'était une combinaison de missiles et de drones, tous frappant en même temps. Toute la région est en flammes. Quand on regarde la zone, on voit bien qu'ils ont essayé d'intervenir. Mais le feu est tellement intense que la région entière brûle. Et c'est très difficile pour les pompiers de faire quoi que ce soit. Laissez-moi vous montrer les autres images. Là, vous voyez les explosions secondaires, les impacts, les drones et les missiles, puis le feu qui s'ensuit. On voit bien que tout est en train de brûler. En gros, c'est presque comme un feu d'artifice pour eux en ce moment, parce que toutes ces armes, ces missiles, tout ce qu'ils ont, sont en flammes. Tout est en train de partir en fumée. Toutes les armes, tous les missiles, tous les drones, tout ce qu'ils pouvaient utiliser contre l'Iran pour mener une action dans l'ouest du pays, une sorte d'incursion, voire une invasion. C'est ça, la stratégie du côté iranien. Et les États-Unis, eux, font en quelque sorte l'inverse. Ils se concentrent surtout sur les infrastructures. On dirait qu'ils n'ont pas les renseignements nécessaires. Ils ne savent pas comment frapper les dépôts et tout ce genre de cibles. Ils ont touché quelques tours, des tours de communication, des tours radio, dans le sud de l'Iran.
Mais ces cibles-là n'étaient pas vraiment importantes sur le plan militaire ou stratégique. C'est un peu révélateur de la stratégie, de l'état d'esprit stratégique de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution. Et sur les autres images, comme vous pouvez le voir, ils essayent de... C'est le système de défense aérienne au Kurdistan irakien, le CERAM comme on l'appelle. C'est un système de défense américain, le CERAM. Mais comme on le voit ici, il n'arrive pas à atteindre la cible, qui est un drone. Et le drone touche sa cible. Là, à ce moment précis, on voit l'explosion. Oui, les combats se déroulent au Kurdistan irakien. Et comme je l'ai déjà dit, ils essaient de détruire systématiquement tout ce qu'ils possèdent. Ce n'est pas seulement au Kurdistan irakien, ça se passe aussi dans le sud de l'Iran. Par exemple, l'une des cibles, c'était la base aérienne du roi Faisal, en Jordanie. Voici les images. Regardez, tout est détruit. Leur priorité en ce moment, ce sont les dépôts de HIMARS, les rassemblements militaires, tout ça. S'il y a des troupes sur place, ils frappent certaines cibles au Kurdistan irakien. Ils ont même déclaré que des officiers américains avaient été touchés. Ils ne savent pas combien exactement, mais le rapport indique qu'ils sont plutôt confiants que certains de ces officiers ont été tués pendant l'opération menée aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Et du côté des États-Unis, pendant qu'on parle, il est 3 heures de l'après-midi, heure de la côte Est. Ils ont lancé une nouvelle vague d'attaques dans le sud de l'Iran. Les rapports montrent qu'ils visent principalement la région syriaque, dans le sud. Toutes ces zones proches du golfe Persique, surtout à l'ouest et à l'est du détroit d'Ormuz. Et il y a aussi eu des informations venant de la province du Khuzistan, qui se trouve dans l'ouest de l'Iran. Certaines frappes auraient touché la capitale de cette province. Dans la partie nord de cette ville, dans la province d'Ahvaz, il y avait certaines cibles que les États-Unis ont tenté d'attaquer. En gros, des bases militaires que les Américains essayent de frapper d'une manière ou d'une autre. Mais l'opération montre que l'attention des États-Unis se concentre surtout sur le sud de l'Iran. Comme on l'a vu ces dernières heures, au cours des 12 dernières heures, ils se sont principalement focalisés sur la ville de Bandar Abbas. La ville de Bandar Abbas abrite la base navale, la principale base navale du corps des gardiens de la révolution iranienne, mais aussi de l'armée iranienne. Il y a ensuite 2 bases importantes. L'une se trouve au nord, à Bandar Anzali, comme ils l'appellent, dans la partie nord du pays, et l'autre, plus importante encore, est à Bandar Abbas. C'est là qu'ils essaient de détruire tous ces ponts qui relient, d'une manière ou d'une autre, la ville de Bandar Abbas aux autres régions. Ils veulent, d'une certaine manière, isoler la ville, parce qu'elle a une importance particulière pour la marine, pour sa puissance, et pour tout ce qui concerne le détroit d'Ormuz. C'est la marine qui s'occupe du détroit d'Ormuz. Donald Trump a répété plusieurs fois que la marine était détruite, qu'elle n'avait plus rien à faire, plus d'armes, plus de navires, rien du tout. Mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils font ça à Bandar Abbas. Je doute qu'ils réussissent, parce que la ville est vraiment stratégique. Peu importe combien de ponts on frappe, la région reste très accessible. Ce n'est pas si difficile pour eux de régler le problème. Alors, ils vont peut-être tenter quelque chose, et on verra bien à quel point ce sera efficace. And let's see how effective that could be. My opinion is not that this is not going to be that effective. À mon avis, cette mesure ne sera pas vraiment efficace pour isoler la ville. Et puis il y a un autre problème, la manière dont l'Iran réagit dans la région. Les attaques contre le Koweït, en fait, les attaques contre toutes les bases, visent surtout les bases militaires. Ensuite, on a appris aujourd'hui qu'ils avaient attaqué certaines bases koweïtiennes, un regroupement, je ne sais pas, de bases appartenant au gouvernement du Koweït. Mais il semble que les États-Unis, comme l'a mentionné le ministre iranien des Affaires étrangères, déplacent tous ces missiles, tous ces systèmes de défense aérienne
les intercepteurs, tout ce qu'ils ont, même des troupes. Parce que la plupart de cet équipement américain, les États-Unis, chaque fois qu'ils utilisent des HIMARS ou n'importe quel autre système, ils doivent avoir des soldats américains sur place. Sans ces forces, ces pays ne peuvent pas utiliser ces armes. C'est tout simplement impossible. Peu importe que ce soit au Qatar, en Arabie Saoudite, tous ces pays n'ont pas les moyens militaires pour employer, par exemple, des HIMARS. Donc, à chaque fois qu'ils s'en servent, ça veut dire que les États-Unis, leurs forces, sont sur place et qu'ils utilisent ces armes pour attaquer l'Iran. Et il semble qu'ils continuent à employer les HIMARS pour frapper la partie est de l'Iran. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui l'intensification des attaques iraniennes contre le Koweït. Mais, comme je l'ai déjà dit, ils frappent plusieurs régions dans ces pays. Ils ne se concentrent plus vraiment sur les bases américaines. Les bases américaines, vous savez, tout le monde sait qu'elles ont été frappées plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Donc pour moi, il ne semble plus qu'il y ait là-bas de cibles vraiment importantes. C'est pour ça qu'ils se déplacent, qu'ils visent d'autres objectifs au Koweït. Aujourd'hui, on a parlé d'attaques iraniennes contre eux. L'autre point au Koweït, qui marque une certaine escalade, concerne l'énergie, l'une des principales centrales électriques. Une des grandes centrales est actuellement sous rationnement, au moment où on parle, à cause de ça. Le réseau électrique du Koweït a été touché par un missile ou un drone iranien. On ne sait pas si c'était un missile ou un drone, mais il est hors service. Il ne sera plus utilisé. C'est pour ça qu'il y a en ce moment un rationnement de l'électricité au Koweït. L'autre point important, c'est que l'Iran a frappé une des usines de dessalement au Koweït. C'est la première fois qu'on voit ça, et c'est particulièrement significatif. C'est la première fois que l'Iran vise une de ces usines de dessalement. Je pense que c'est un signal pour toute la région. Ils envoient un message clair. Si vous continuez, nous ferons de même. Si vous continuez à frapper les infrastructures en Iran, nous répondrons de la même façon. Voilà le genre de signaux qu'ils adressent aux autres pays de la région. Et pour l'instant, ils restent concentrés. Jusqu'à présent, on n'a vu aucune attaque iranienne contre l'Arabie saoudite. La seule attaque, c'était celle des Yéménites contre l'Arabie saoudite. Comme vous le savez, aujourd'hui, Reuters a rapporté que le Pakistan se disait prêt au cas où l'Iran déciderait d'attaquer. Ou peut-être qu'il pensait que si les Houthis ou les Yéménites ou Ansarullah attaquent l'Arabie saoudite, c'est à cause de l'Iran, ou que l'Iran les soutient ou les pousse à le faire. Mais ce n'est pas le cas d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne veux pas mélanger les deux. Je crois vraiment qu'Ansarullah ne reçoit pas d'ordre de l'Iran, parce qu'ils ont leur propre politique, leur propre vision, et s'ils estiment qu'ils veulent s'engager, alors ils le feront. Ce ne sera pas par la force de l'Iran. Ils ne vont forcer personne. Et l'Iran n'est pas comme ça. D'après ce que je connais du gouvernement iranien, de son attitude, ils ne feront pas ça. Jamais. Jamais. Ils ne veulent pas imposer la force, même avec le Hezbollah, que ce soit en Irak ou au Liban. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La relation entre les différentes composantes de cet axe de résistance n'est pas du genre où l'un donne des ordres et les autres obéissent. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils coopèrent d'une certaine manière. Ils ont leur propre compréhension des choses. Et même quand l'Arabie saoudite a décidé d'attaquer l'aéroport international de Sanaa, ce n'est pas l'Iran qui leur a dit « vous devez répondre ». C'était leur décision de réagir à ce qu'a fait l'Arabie saoudite. Alors, quand j'entends ces informations disant que le Pakistan va répondre à l'Iran, franchement, ça me paraît absurde. Je ne vois pas le Pakistan s'engager dans une guerre contre l'Iran.
Ils le savent très bien. Ils n'iront pas jusque-là. Et s'ils avaient voulu faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Et comme on connaît la nature, ou plutôt la réalité, de la relation entre l'Iran et le Pakistan, et la manière dont le Pakistan soutient l'Arabie saoudite, à mon sens, toute cette affaire avec l'Arabie saoudite tourne autour d'Israël. Ce n'est pas une question d'Iran ou du Yémen. Ils savent, le Pakistan le sait, que si quelque chose se passe entre le Yémen et l'Arabie saoudite, ils n'ont rien à voir là-dedans. Vous ne voulez pas participer ni coopérer avec l'Arabie saoudite pour faciliter leurs attaques contre le Yémen. Ils ne vont pas le faire. Et c'est encore pire dans le cas de l'Iran. À mon avis, c'est impossible. D'après ce que je comprends, c'est impossible pour le Pakistan d'agir ainsi. Et c'est ça, la réalité de la région. C'est toute la complexité de cette région. Si c'était possible, le Pakistan l'aurait déjà fait sous la pression des États-Unis. On sait à quel point l'armée pakistanaise est liée aux États-Unis. D'une certaine manière, ils sont très connectés. Et la relation entre Pakistan est vraiment bonne. On le sait, tout le monde le sait. Et ils entretiennent de bonnes relations avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Iran et avec l'Arabie saoudite. Mais ils ne vont pas s'impliquer dans cette guerre. Ce serait une catastrophe pour le Pakistan. Alors chaque fois que vous voyez Reuters ou quelqu'un parler de cette façon, ou essayer de manipuler, je dirais que c'est tout simplement de la propagande israélienne, une partie de la machine de propagande. Je me souviens, quand il y a eu des manifestations en Iran, c'était en 2009 ou 2010 si je ne me trompe pas, Reuters avait publié des chiffres, des bilans, soi-disant venant de sources iraniennes. Non, en réalité, ils jouaient le jeu d'Israël. À chaque fois, enfin pas toujours, mais souvent, c'est la même chose. Non, je ne veux pas répéter tout ce qu'ils disent. Le problème, c'est que quand on parle de l'Iran et de ce genre de sujets sensibles, comme par exemple le cas du Pakistan, ils suivent en gros la ligne d'Israël. Ils veulent manipuler l'Iran. Et j'ai même demandé à des Iraniens ce qu'ils pensaient de cet article de Reuters. Ils m'ont répondu, « Peu importe. L'Iran ne se soucie pas de ce que dit Reuters, et ça ne changera rien entre l'Iran et le Pakistan. Ils ne vont pas se battre entre eux. C'est ça la réalité. Il y a bien eu une attaque iranienne à la frontière, sur le sol pakistanais, visant des cibles, des terroristes de leur côté de la frontière. Mais ce n'était pas une riposte. Le gouvernement pakistanais comprend les inquiétudes de l'Iran. Ils se connaissent bien, ils se comprennent, ils communiquent très bien, ils se parlent, ils échangent. Donc il n'y a aucun malentendu entre les deux parties. Et encore moins une idée de s'impliquer pour soutenir l'Arabie saoudite dans son attaque contre le Yémen. C'est impensable. Le Yémen sait se battre, et ça se voit. Vous vous souvenez, quand les États-Unis avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont essayé de forcer les Yéménites. Je parle d'Ansarullah, parce qu'ils avaient aussi des forces au Yémen pour les aider. Donc ce n'était pas seulement Ansarullah contre l'Arabie saoudite, les États-Unis et les Émirats. Certains Yéménites étaient aussi contre Ansarullah, mais ils n'ont pas réussi à le vaincre. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Aujourd'hui, ils sont bien plus puissants. C'est pour ça que quand les États-Unis arrivent en mer Rouge, on voit que d'une certaine manière, Donald Trump décide enfin de dire « Le Yémen a capitulé. Je vais me retirer de cette région parce qu'ils ne vont rien faire contre les navires américains et qu'on n'aura aucun problème. Donc, on va partir. » Si je raconte toutes ces histoires, c'est pour que vous compreniez que le Yémen agit selon ses propres décisions, selon sa propre réflexion, ses propres calculs. Il ne dépend pas d'un ordre venu d'Iran, ni de quelqu'un qui lui dirait quoi faire ou comment agir.
Non, ils connaissent très bien leurs capacités. Ils savent comment ils vont réagir face à l'Arabie saoudite ou à toute autre agression dans la région. C'est leur politique, et ce sont des nations souveraines. Voilà ce qui se passe avec le Yémen et avec l'Arabie saoudite. Mais ce qui est important, c'est que l'Iran n'attaque pas l'Arabie saoudite. Alors, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Il semble qu'il y ait des échanges constants et que l'Arabie saoudite soit arrivée à cette compréhension, malgré tous ces articles d'Axios et d'autres médias qui, d'une certaine manière, cherchent à diffuser la propagande israélienne, en disant que l'Arabie saoudite ferait ceci ou cela, qu'elle coopérerait et qu'elle demanderait aux États-Unis « On va payer, venez ici et faites ça ». Non, la réalité de la région, malheureusement, c'est que les pays du Golfe, depuis très longtemps, ont un système économique tellement lié, tellement dépendant des États-Unis, qu'ils ne peuvent pas prendre de décisions souveraines sur la situation actuelle. Si c'était le cas, ils n'auraient jamais utilisé leurs pétroliers. Parce que toute cette guerre, la deuxième après la signature du protocole d'accord, la manière dont les États-Unis ont essayé de manipuler la partie sud du détroit d'Ormuz, reposait justement sur cette idée, pénétrer dans le détroit avec des pétroliers pour défier le contrôle iranien. Et les pays impliqués, c'était l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ces pays-là, ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils ne l'étaient déjà pas depuis le début de cette guerre. Peut-être qu'au tout début, ils ont été un peu trompés par l'administration Trump. Ils pensaient vraiment que les États-Unis allaient faire tomber le gouvernement, provoquer un changement de régime et que tout serait réglé en 4 ou 5 jours. Une semaine, au maximum. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et ensuite, pendant la guerre, on a vu beaucoup d'inquiétudes sur ce qui se passait. Le détroit, est-ce qu'il est fermé en ce moment, pendant qu'on parle? Comment vont-ils tirer profit de ce détroit? Rien n'entre, rien ne sort. Il y a bien quelques petits mouvements, comme on l'a vu aujourd'hui, mais c'est insignifiant. Ce n'est pas important pour eux. Ça ne va pas sauver leur économie. Ils ne tirent aucun avantage de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais ils n'ont pas ce pouvoir, ni, disons, cette force de caractère pour dire non, je ne veux pas coopérer à cette guerre. Ils sont obligés de coopérer. Ils doivent aider l'administration Trump. Oui, c'est ça. Ils y ont été forcés. On les a forcés à utiliser leurs pétroliers parce qu'aucun autre pays, aucun autre n'acceptait de le faire. Aucun. Tout reposait sur les pays du CCG. Leurs pétroliers ont été touchés. Et aujourd'hui, on a appris que 2 autres pétroliers, oui, 2 autres, ont été attaqués alors qu'ils essayaient de passer par la partie sud du détroit. Il semble que l'Iran ait posé des mines dans la partie sud du détroit, près de la frontière omanaise. Ils ont miné la zone. Et en ce moment, il y a beaucoup de mines dans cette région, sur ces routes, dans la partie sud du détroit. 2 pétroliers ont été touchés ou sont en feu à l'heure où nous parlons. Il y a à peine 20 minutes, on a appris que ces navires étaient en flammes. Donc tout le détroit, toutes ces routes dans le détroit d'Ormuz sont minées en ce moment. La seule façon d'utiliser le détroit, c'est en passant par les routes désignées par les gardiens de la Révolution et par les Iraniens. Voilà la situation dans le détroit. Quant aux attaques américaines, au fait, quel en est l'objectif principal? Quand on écoute Donald Trump, franchement, je ne crois pas que ce qu'il dit ait le moindre rapport avec la réalité. En gros, il invente de nouveaux récits, il essaie de défendre sa propre version des faits, et il répète encore et encore les mêmes choses, comme s'il pensait que tout le monde allait finir par y croire. Cette guerre, elle a été déclenchée par les États-Unis et par Israël, tous les deux. Ils l'ont commencé avec leurs propres objectifs.
changer le régime, faire ci, faire ça, punir le gouvernement iranien, et Donald Trump qui décide de tout. Mais depuis le premier jour, chacun de ces objectifs a échoué. Est-ce qu'ils vont en tirer une leçon? Pour l'instant, rien ne le montre. Rien ne montre que l'administration Trump ait tiré la moindre leçon. On a vu J.D. Vance aller sur le podcast de Joe Rogan et expliquer que si on est de retour, c'est parce qu'on ferait une sorte de danse politique. Mais c'est quoi exactement cette danse politique? Parce que le protocole d'accord, on l'a signé, ce protocole. Et lui, il soutient que le résultat de cet accord devait permettre d'ouvrir ce commerce à la plupart des acteurs, que tout le monde pourrait entrer et sortir sans le moindre problème. Sauf que son argument ne tient pas, parce que nulle part dans ce protocole, à la clause numéro 5, il n'est mentionné que les États-Unis peuvent, ou ont le droit, d'utiliser leurs navires de guerre dans le détroit, ni d'y exercer une quelconque puissance militaire. Il est écrit que le détroit devrait être coordonné ou placé sous gestion iranienne pendant 60 jours. Ils ne veulent pas accepter ça. Il y a deux façons de comprendre le protocole d'accord. L'une d'elles, c'est que les États-Unis l'ont signé à un moment où Donald Trump subissait une énorme pression à cause des réserves de pétrole américaines et à cause de ce qui se passait en Israël. Certaines zones d'Israël, croyez-le ou non, ressemblaient à Gaza à cause des missiles iraniens pendant la guerre. On n'a pas les vidéos, on n'a pas les photos venant d'Israël, mais il y a beaucoup d'éléments qui montrent que l'Iran a frappé de nombreuses cibles en Israël. Donc, les États-Unis avaient deux raisons. Que pouvaient-ils faire? Que pouvait faire Donald Trump? Le marché du pétrole était sous une pression énorme. Israël était frappé. Et le système de défense aérienne n'était pas vraiment à la hauteur. Les radars ont été détruits. Le dôme de fer échouait encore et encore. 4 systèmes THAAD ont été touchés pendant la guerre. Ils ont essayé d'en faire venir un autre depuis la Corée du Sud. 2 d'entre eux ont été envoyés en Israël pour aider le pays. Mais le problème ne concernait pas seulement le THAAD ou le système Patriot. C'était surtout les intercepteurs. Il y avait une pénurie d'intercepteurs, et c'est ça qui posait problème aux Israéliens. Quand l'Iran a frappé Israël, certaines cibles autour de Dimona ont été touchées, tout près de Dimona. C'était une ligne rouge pour l'administration Trump et pour les Israéliens. Et on a vu Benjamin Netanyahou sortir. Il s'était réfugié dans des bunkers pendant ces jours-là. Il est sorti et on a vu tous ses responsables se rendre à Dimona pour parler avec la population, pour les rassurer. Et c'est là que la ligne rouge a été franchie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le protocole d'accord. Ce protocole, il n'a pas été préparé ni géré par les États-Unis. Quand on regarde ce document, quand on regarde le plan en 10 points proposé par les Iraniens dès le premier jour, au moment où Donald Trump a annoncé le cessez-le-feu en disant « on négocie, on fait ci, on fait ça », on voit bien que le plan en 14 points du protocole d'accord vient directement de là. Il est basé d'abord sur le plan en 10 points, puis sur le plan en 14 points, tous deux d'origine iranienne. Tous ces termes ont été définis par les Iraniens, puis ils ont fait quelques ajustements pendant les négociations. Alors comment peut-on croire que Donald Trump aurait accepté ça? Il ne l'aurait jamais accepté. Il l'a signé uniquement parce qu'il voulait rouvrir le détroit d'Ormuz, à cause de la pression énorme qu'il subissait. Il l'a dit lui-même, on était à 2 semaines de voir les réserves de pétrole des États-Unis complètement épuisées. C'était la raison. C'était la raison d'Israël. La principale préoccupation, je dirais, c'est qu'il faut mettre Israël en premier. Parce qu'Israël a une importance particulière. Quand on frappe Israël aussi durement, ça met une énorme pression sur l'administration Trump. Donc,
Malgré tout ce théâtre politique que Donald Trump est en train de jouer, Benjamin Netanyahou n'en est pas satisfait et le protocole d'accord, lui, se porte très bien. Et quand on regarde ce protocole d'accord, franchement, tout dedans favorise les Iraniens. Enfin, c'est pas vraiment qu'il favorise les Iraniens, c'est qu'il repose sur la réalité de la guerre. Il est entièrement fondé sur la réalité, sur le résultat du conflit. C'est pour ça qu'on voit Donald Trump le signer, puis revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comparé à cette époque? Le détroit est fermé. Est-ce que ça va changer? Peut-être que, pendant quelques jours, le détroit a été ouvert d'une certaine manière. 50% du détroit, ou peut-être 30%, était ouvert. Et des barils, des millions et des millions de barils sortaient du détroit, d'une manière ou d'une autre, alimentant le marché mondial. Mais nous y revoilà. Nous sommes de retour avec le blocus, avec le détroit, et le combat continue. Qu'est-ce qui a changé? Imaginez un peu. Comparez les deux situations. La seule chose qui a changé, c'est Israël. Israël faisait partie de la guerre. Aujourd'hui, il n'en fait plus partie. Israël y était, à cause des attaques, et le Hezbollah attaquait Israël. L'Iran attaquait aussi Israël, sous une pression énorme. Ils ont trompé les négociateurs, du côté iranien ou d'autres, peu importe. Ils les ont trompés. Et à l'époque, ce n'était pas si évident. Mais maintenant, tout se défait. Tout remonte à la surface. Israël est là. Israël est en train de construire une base militaire dans le sud du Liban. Ils ont conclu un accord avec le gouvernement libanais qui, lui, n'est pas impliqué dans la guerre. En gros, ce gouvernement ne compte pas vraiment dans le conflit entre le Liban et Israël. Rien du tout. Il n'a rien à voir avec la guerre, ni avec la défense du Liban, du territoire libanais. Mais malgré ça, ils ont passé un accord avec les Israéliens. C'est pour ça qu'on voit des Israéliens dans le sud du Liban. Mais Israël, quel a été le résultat jusqu'à présent pour Israël? Eh bien, Israël profite de la situation dans laquelle il se trouve. Et il y a tout ce théâtre politique où Israël demande aux États-Unis de retirer les avions ravitailleurs, les chasseurs. En gros, nous ne sommes pas contents. Non, tout ça, quand on regarde la situation aujourd'hui, tout ça avait été prévu à l'avance. Ou peut-être qu'ils sont arrivés à un accord pendant les négociations. Et peut-être, enfin, je trouve que c'est tellement évident quand on voit ce qui se passe maintenant. Israël, l'Iran et les États-Unis se battent. Le champ de bataille, c'est l'Iran et les pays du Golfe. Peu importe. Ceux qui meurent, ce sont des Iraniens ou des habitants de ces États arabes. Qui sont les victimes? Et peut-être aussi des soldats américains. Parce que Donald Trump, moi, je ne crois pas que Donald Trump se soucie des soldats américains. Je le pense vraiment. Ce type s'en fiche. Il se préoccupe plus des Israéliens que des soldats américains sur place, même s'ils sont touchés par ces HIMARS ou parce qu'il utilise des soldats américains là-bas. Peut-être qu'il se dit que, vous savez, ces gens sont là pour se battre et qu'ils se font tuer. Donc, quoi qu'il leur arrive, ça ne les touche pas vraiment. Et ça se voit pendant la guerre. On laissait ces soldats, en Irak ou dans certaines zones de la région en Iran, se faire frapper par des missiles ou des drones iraniens. Et ensuite, on ne voyait aucune transparence, ni dans l'administration Trump, ni dans celle de Pete Hegseth, ni même au Pentagone, sur les problèmes rencontrés par les troupes américaines. Alors, les pertes, les soldats américains dans la région, si on part du principe que, disons, même 50% de ce que les Iraniens affirment, ou même 5 ou 10% des pertes dont ils parlent du côté américain, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et au moins 500 000 Américains ont été tués jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est? Qui en profite? Cui bono? À mon avis, la réponse est évidente. Benjamin Netanyahou en tire avantage. Benjamin, imagine un peu.
toute la journée, regarde les grands médias, Fox News, CNN, même certains médias alternatifs. Je regarde aussi les médias en Iran ou certaines chaînes iraniennes qui parlent d'une invasion terrestre, de ceci, de cela. Les États-Unis se préparent à faire quelque chose. On voit le général Keane, le général Keith Kellogg, et tous ces gens dire « il faut faire ceci dans cette opération, il faut prendre cette île stratégique ». Pour moi, tout ça, ce sont des bruits. Ils font du bruit, tout simplement. Tout dépend de s'ils le font ou pas. Ils savent que s'ils le font, il y aura d'énormes pertes du côté iranien. L'Iran serait plus qu'heureux si les États-Unis envoyaient des troupes au sol. Ça voudrait dire qu'ils tombent dans un piège, qu'ils se mettent eux-mêmes en danger pour rien. Comment est-ce possible? J'y crois pas. S'ils essaient de le faire, ça viendra, vous savez, soit du groupe kurde, soit du groupe baloutche dans le sud-est de l'Iran. Comme les Baloutches ne sont pas très puissants, pas très bien équipés, ni vraiment capables de mener une telle opération, ce sera essentiellement dans l'ouest de l'Iran, comme je l'ai montré dans les images de ces attaques iraniennes. C'est pour ça que l'Iran se concentre surtout sur ses cibles. Et on sait à quel point Israël a réussi à s'infiltrer dans toute la région. En passant par l'Irak, depuis le nord, vers Erbil, vers Souleymaniye, toutes ces villes sont infiltrées par le Mossad. Ils ont aussi des bases en Azerbaïdjan, et l'Iran en est parfaitement conscient. Leur logique, c'est donc de frapper, de s'en prendre à ceux qui pourraient agir près de la frontière. Mais si on met ça de côté, la question qui se pose maintenant, c'est dans le sud de l'Iran. Quel est l'objectif? Quel est le but des attaques irano-américaines? Est-ce qu'ils visent vraiment des cibles stratégiques? Au fait, l'une de ces tours. Aujourd'hui, Pete Hegseth a publié quelque chose à propos de l'une d'elles, une tour de communication, une tour de contrôle du trafic maritime, qui a été frappée plusieurs fois par des avions de chasse américains pendant plus de 4 jours. Oui, pendant 4 nuits, ils ont essayé pendant 4 jours, ils ont tenté de toucher cette tour, et finalement, ils l'ont détruite. Est-ce que c'est particulièrement important? Est-ce que c'est stratégique? Peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment significatif? Vraiment significatif. D'après ce que je comprends, leur seul objectif, c'était de frapper les capacités iraniennes, la production de missiles, la production de drones, leurs dépôts, ou encore les villes souterraines où sont stockés missiles et drones. Et là-dessus, ils ont totalement échoué. C'est pour ça qu'ils attaquent désespérément, par exemple, Bandar Abbas, en essayant de l'isoler. Mais la géographie, quand on regarde la géographie de la ville, c'est impossible d'isoler cette ville. Impossible. Peu importe combien de cibles on frappe, combien de ponts on détruit, ils auront toujours un accès. Donc, même avec les attaques au Khouzestan et dans l'ouest de l'Iran, ils n'obtiennent rien de stratégique, honnêtement. Je ne sais pas quel est l'état du stock. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Larry Johnson et le colonel Wilkerson. L'un des points principaux qu'ils ont soulevés, c'est le stock américain de missiles, les missiles de croisière, les JASSM et même les Tomahawk, tous ces types de missiles que les États-Unis utilisent. Ils ont leur pénurie. Et en plus de ça, ils ont aussi leurs inquiétudes dans le Pacifique. Je ne sais pas combien de temps Donald Trump veut, combien de temps il veut continuer la guerre de cette façon, parce que ça devient une guerre d'usure. Et d'après ce que je comprends, c'est la situation idéale pour les Iraniens. S'ils décident d'intensifier, l'Iran va frapper. Dès que l'Iran choisira de frapper des cibles au Qatar, en Arabie Saoudite, en Syrie, aux Émirats arabes unis ou au Koweït, ou même des installations pétrolières, rien qu'un seul pays, comme le Qatar, suffirait à tout bouleverser, à créer un défi colossal pour l'économie mondiale. Ils ont déjà frappé. Pendant les 40 jours de guerre,
des drones ou des missiles iraniens ont touché des cibles sur un site de gaz naturel liquéfié au Qatar. Ils ont perdu 20% de leur capacité. C'était juste une attaque simple. Ce n'était pas une attaque massive. Pas du tout. C'était une attaque simple, une ou deux frappes, peut-être trois, et ils ont juste neutralisé ou détruit environ 20% de leur capacité de production de GNL. Voilà la fragilité de la région. Pas seulement pour le pétrole, qui influence directement le marché mondial, mais aussi pour les usines de dessalement, dont on connaît la dépendance. Israël dépend à environ 70%, peut-être 67%, de ces usines de dessalement. Tous les pays du Golfe, les pays du CCG, en dépendent aussi, à quelque chose comme 80 à 90%. L'Arabie saoudite, un peu moins, autour de 75 à 78%. Mais 75%, c'est déjà énorme. La dépendance de l'Iran, elle est d'environ 2%. Autant dire rien du tout. C'est essentiellement dans le sud du pays, sur certaines îles, peut-être. Et 2%, c'est rien du tout. Et c'est exactement le jeu auquel Donald Trump est en train de jouer. Les victimes, ce serait le marché du pétrole, l'économie de ces pays, l'économie iranienne, les infrastructures iraniennes, le peuple iranien, les Qataris, tous ces Koweïtiens, si jamais ça s'envenime. L'Iran, jusqu'à présent, l'une des attitudes de l'administration Trump dans ses attaques contre l'Iran, malheureusement, c'est qu'il ne se soucie pas des victimes civiles. Il frappe la cible. Peu importe s'il y a des civils autour, ou des maisons, des habitations, des gens, des civils, près de cette cible. Il frappe quand même. Et peut-être que ces ponts qu'il touche aussi font partie de ces frappes. Au moins 9 personnes ont été tuées la nuit dernière, et parmi elles, des civils. Mais on n'en parle pas beaucoup. Si les pays du CCG avaient subi les mêmes pertes, on verrait ça à la une de tous les médias. CNN, Fox News. Ils diraient qu'il y a eu une frappe iranienne, qu'elle a fait de nombreuses victimes, et ils en discuteraient pendant des heures. Mais le système politique, lui, n'a pas pris cette décision, parce que leur approche est stratégique. Nous devons, nous aussi, être plus stratégiques. Aujourd'hui, on a appris que même le conseiller militaire iranien auprès du guide suprême a déclaré qu'ils avaient pris une décision très importante concernant la Syrie. Si ce que Donald Trump essaie de faire avec Al-Jolani et son gouvernement en Syrie, peut-être déstabiliser le nord du Liban, peut-être occuper une partie du Liban, parce que c'est comme ça qu'on crée une forme de chaos interne au Liban, eh bien ce serait le moment où l'Iran attaquerait directement la Syrie. Et ils l'ont dit, ce sera évident pour eux. Et on sait que si Israël attaque Doha et Beyrouth, je suis sûr que l'Iran attaquera à nouveau Israël. La vraie question c'est, quel sera le bon moment pour l'Iran? À quel moment vont-ils décider de passer à l'attaque contre Israël? Je pense que leur stratégie, pour l'instant, c'est de commencer par la région, nettoyer la région, éliminer ou détruire tout ce qu'il y a dans la région, puis de s'en prendre à Israël. À mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en gros, ils ont tout détruit à Bahreïn, et au Koweït, c'est pareil. En Irak aujourd'hui, les attaques ont été très importantes. Et au Qatar, comme en Arabie saoudite, il y a des échanges entre les deux gouvernements pour les prévenir, pour leur dire « ne vous impliquez pas trop dans l'opération américaine ». Voilà comment les choses fonctionnent en ce moment. Mais on sait qu'il ne faut pas affaiblir la pression américaine sur ces pays, parce qu'ils peuvent changer d'avis à tout moment, dès que les États-Unis décident de leur mettre la pression. Ils n'ont pas cette capacité de résistance face aux États-Unis. Ils vont céder sous la pression américaine. C'est leur fragilité. Et l'Iran, lui, le comprend très bien.
Mais pour l'instant, ils sont en train d'éliminer toutes les menaces autour de l'Iran. Et ensuite, ils vont finir par s'en prendre à Israël. J'en suis sûr, parce qu'ils savent très bien que toute cette guerre tourne autour d'Israël et de la façon dont Israël a déclenché cette guerre. Il n'y a aucune raison, aucune logique, aucune stratégie pour que les États-Unis fassent ça dans la région. Aucune stratégie. Et même aujourd'hui, on a vu dans Reuters, enfin non, ce n'était pas Reuters, c'était un autre média, je ne me souviens plus du nom. Il disait que le Koweït cherche à adopter la même stratégie que l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a une sorte d'alliance militaire avec le Pakistan. Et le Koweït semble aller dans cette direction. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais si c'est le cas, ça veut dire que le Koweït est d'une certaine manière inquiet de toute cette situation autour de la guerre. Ils savent que tôt ou tard, ils vont plier. Tout va être détruit dans leur pays. Est-ce qu'ils vont survivre à ça? Je ne sais pas. Bahreïn, lui, ne va pas s'en sortir. Il faut aussi comprendre l'opinion publique dans ces pays. La plupart des gens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas contents de ceux qui prennent les décisions chez eux. Quand ce mouvement va surgir, quand quelque chose va se déclencher, ce sera une explosion. Ce sera un moment précis, pas quelque chose qui se répète. Un moment d'explosion. On verra alors l'opinion publique s'exprimer et dire « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi est-ce qu'on mène la guerre d'Israël? Quel est le problème entre le Koweït et l'Iran? Qu'est-ce que c'est que ça? » Je pense que ce moment arrivera si les États-Unis décident de poursuivre ce combat. Et c'est bien le chaos qui s'est installé dans la région. Malheureusement, il n'y a aucun moyen pour les Iraniens de mettre fin à cette guerre en négociant avec les États-Unis. Ce n'est plus une option, visiblement. Les États-Unis n'ont pas respecté le protocole d'accord. Malgré toutes ces discussions, ces allers-retours, ces tentatives de dialogue. Et puis, Donald Trump, lui, ne se soucie pas des négociations. Il n'y a aucune forme de sérieux dans cette administration. Et voilà que CBS News rapporte aujourd'hui que plusieurs soldats américains ont été blessés lors d'une frappe iranienne contre une base militaire américaine en Jordanie. Et ce ne sont pas que des blessés, il y a aussi des morts. Et les États-Unis le savent. C'est pour ça que je vous dis que les États-Unis, l'administration Trump, s'en fiche qu'ils soient en train de se faire tuer. Ils tuent des soldats américains, des Iraniens, des Omanais, des Koweïtiens, et ça ne lui fait rien. Tout ce programme, c'est un agenda sioniste à pleine puissance, un agenda 100% sioniste. Ils ont obtenu avec l'administration Trump quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu obtenir autrement. C'est le scénario idéal pour eux. C'est le scénario idéal pour Israël et pour ceux qui veulent le chaos. Israël est le cerveau du chaos dans la région. Le seul pays qui profite de ce chaos, c'est Israël. Ce ne sont pas les États-Unis. Les États-Unis ne sont qu'un intermédiaire, un instrument. Les soldats américains sont utilisés par Israël. Et voilà, ils ne se soucient pas de savoir qui est tué, qui subit quoi, ni de ce qui se passe sur les bases américaines. La seule chose qui les intéresse, même sur le marché du pétrole, c'est pas ça. Leur objectif principal, c'est l'expansion et le fait de la consolider. Ils gagnent du territoire et renforcent leur position. C'est la seule chose qui compte pour eux. Rien d'autre n'a d'importance. Et Donald Trump fait le maximum pour eux. Personne d'autre, même pas Joe Biden. Même Joe Biden, celui que Donald Trump appelait Joe l'endormi, celui qui avait résisté à la demande de Benjamin Netanyahou d'attaquer l'Iran. Et puis, vous vous souvenez Anthony Blinken et Jake Sullivan, quand Anthony Blinken est allé en Israël, il n'a pas dit « Je suis américain ». Je suis le secrétaire d'État des États-Unis. Je suis juif, ici, tout près de vous.
Même ces gens-là n'ont pas fait ce que Donald Trump est en train de faire maintenant. Imaginez un peu le pouvoir qu'ils ont sur lui. Vous avez J.D. Vance qui arrive, et certains se mettent à croire, un peu naïvement, que J.D. Vance va être différent, qu'il va faire ci ou ça. Il va sur un podcast avec Joe Rogan pour dire que non, le lobby israélien, ce n'est pas ça, qu'il y a plusieurs lobbies à Washington, plusieurs pays. Beaucoup de pays exercent des pressions, ils ont de l'influence, ils font du lobbying à Washington, et ils défendent leurs intérêts, parfois en mentant carrément. C'est un énorme mensonge. Alors, qui a vraiment le pouvoir? C'est la Chine? C'est la Russie? Est-ce que c'est l'Iran? Ou même j'irais jusqu'à dire le Royaume-Uni? Non, aucun de ceux-là. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Espagne sur qui Donald Trump met la pression économiquement, en leur imposant des tarifs douaniers? Est-ce que c'est le Brésil? Qui? De qui parle J.D. Vance, au juste? Est-ce que c'est le gouvernement du Qatar? Ils ont tout donné à Donald Trump. Littéralement tout. Un nouvel avion? Des pots de vin? Des investissements? Est-ce qu'ils ont la moindre influence à Washington? Non. Non, ce sont des outils pour Washington. Ce ne sont pas des acteurs importants pour Washington. Tous ces pays, en réalité, ne comptent pas tant que ça. Le seul pays qui compte vraiment, c'est Israël. Et Donald Trump fait tout pour Israël. C'est triste. C'est triste d'en parler. Quand on regarde la guerre continue. L'Iran est en train d'être dévasté, au moins sur le plan des infrastructures. Ils ont commencé par ça, les infrastructures. Et si ça continue encore et encore, ils vont détruire beaucoup de choses en Iran. Ils ont tué ces écolières et cette école à Minab. Et on voit les civils, plus de 4000 personnes, des civils ont été tués pendant la guerre. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour l'Iran, depuis la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais il n'y a jamais rien eu de tel pour le peuple iranien, pour la société iranienne. C'est pour ça que malgré tous ces mensonges sur l'effondrement du gouvernement, sur le fait que tout s'écroulerait, on voit bien que rien de tout ça n'est en train d'arriver. Les gens s'unissent. La cohésion grandit au sein de la société, malgré toutes ces difficultés. Des gens se font tuer parce qu'ils voient l'ennemi. Ils considèrent les États-Unis comme l'ennemi. Et, vous savez, c'est la situation aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la solution à Téhéran? Peut-être, après avoir détruit toutes ces bases, après avoir attaqué Israël, ce serait la solution. C'est possible. On ne peut pas laisser Israël agir ainsi, rester à l'écart et se sentir à l'aise. La guerre qu'ils ont déclenchée, tout le monde en subit les conséquences. Tout le monde est touché et détruit à cause de cette guerre qu'ils ont commencée. Ils l'ont défendue, ils ont fourni toutes ces fausses informations en disant à l'administration Trump « On va changer le régime en quelques jours. Tout est en train de s'effondrer. » C'est un château de cartes, mais pour l'instant, ils n'en font pas partie. Oui. Mais Donald Trump, est-ce qu'il va reculer? Je ne sais pas. Ça dépend de l'économie. La seule chose, si j'étais au gouvernement iranien, c'est que je défendrais l'idée que le détroit d'Ormuz est en ce moment la chose la plus importante pour l'Iran. Peu importe la manière dont Donald Trump essaie de manipuler, de combattre, de frapper les infrastructures en Iran. Quoi qu'il arrive, le lendemain de la fin de la guerre, et je pense que Donald Trump ne pourra pas maintenir l'intensité qu'on a vue pendant 40 jours de guerre. Au moment où la guerre sera terminée, l'Iran ne contrôlera plus le détroit d'Ormuz. Et aucun de ces pays, même pas Oman, ne fera quoi que ce soit à ce sujet. Ils n'en ont pas le pouvoir. Et comme dans leur esprit, c'est l'Iran qui agit ainsi, ils vont s'y tenir. Ils vont se battre. Ils vont reconstruire leur pays. C'est ce qu'ils ont en tête. Et ce que Donald Trump est en train de faire, peut-être qu'il ne se sent pas très bien face à la défaite stratégique qu'il a subie dans le détroit d'Ormuz. C'est pour ça que quand on devient désespéré, quand on ne sait plus quoi faire,
on continue la guerre. S'il choisit l'invasion, comme beaucoup en parlent, s'il décide vraiment de le faire, ce serait catastrophique. Oui, ce serait une catastrophe. Je le dis, et je veux que ce soit clair, parce qu'avant que cette guerre ne commence, j'en ai vraiment parlé. J'en ai parlé avec vous, mon public, sur ce podcast, ce petit podcast que j'ai. Ce sont des mensonges à propos du peuple iranien, qu'ils vont se soulever, renverser le régime, le soi-disant régime, que tout va devenir merveilleux, qu'ils vont ramener le fils du Shah d'Iran au pouvoir. Ce sont des mensonges. La réalité, ce n'est pas la propagande. La réalité, c'est ce qu'il y a sur le terrain, ce qui se passe en ce moment, ce que vous avez vu pendant la procession funéraire du guide suprême d'Iran, l'ancien guide suprême d'Iran. Ce n'est pas possible. On ne peut pas acheter ces gens-là. Plus de 40 millions de personnes sont descendues dans la rue. À chaque fois qu'on parlait ici du peuple iranien, en disant qu'il ressentait ceci ou cela, on répondait « Non, ils les paient, ils les forcent. » Ils leur disent « Si vous ne sortez pas manifester, vous n'aurez pas votre salaire. Vous devez aller dans la rue pour protester, pour montrer votre soutien, et ainsi de suite. » Mais là, c'était des funérailles. Qui pourrait payer plus de 40 millions de personnes venues dans la rue pour soutenir le défunt guide suprême? C'est un message que les États-Unis doivent comprendre. Ce n'est pas la bonne voie. Et ces gens-là ne vont pas reculer. Ils ne reculeront pas. J.D. Vance a essayé de vendre ce genre de mensonges en disant qu'on allait adoucir la position iranienne. Il y a deux forces en Iran qui sont vraiment très différentes. L'une est très pragmatique, l'autre est très radicale. On sait que la partie pragmatique veut conclure un accord avec nous. Mais quel genre d'accord veulent-ils vraiment? Le protocole d'accord, c'était censé être l'accord entre vous et ce qu'on appelle la partie pragmatique de la faction iranienne, si c'était bien le cas, ce dont je doute. En Iran, il y a deux camps quand on parle de négociation, sur toutes ces questions. Il y a différentes forces au sein du gouvernement, dans la société aussi. On voit bien la division, on voit plusieurs façons de comprendre la situation. Mais quand on parle des buts, des objectifs, des grands objectifs, au fond, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Ils veulent contrôler l'État, d'abord par la négociation ou alors par la guerre. L'autre groupe dit qu'il faut y arriver par la guerre. Et les États-Unis, eux, ne vont pas le faire. L'autre camp dit que la guerre fait partie des options. Et les négociations, alors, s'ils essaient de négocier, on va leur parler. On va les convaincre qu'on va rester cohérents. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Non, l'objectif est le même. La seule différence, c'est les moyens qui changent un peu. C'est comme ça. Et J.D. Vance, lui, sort encore des mensonges, encore et encore, les uns après les autres, en essayant de... Et ce type, Joe Rogan, malheureusement, n'a même pas lu la clause, tu sais, le paragraphe 5, qu'il le lise donc à J.D. Vance. Rien de ce dont tu parles n'est écrit ici. Il n'y a rien de tout ça. Lis simplement ce passage pour J.D. Vance. Oblige-le à répondre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et voilà comment ils font. Ils fabriquent de la propagande. Ils manipulent tout. Ils essayent de nous faire voir les choses à travers leurs yeux, à travers leur façon de comprendre. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que la réalité fonctionne. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Toujours un grand plaisir. Demain, je vais parler avec le professeur Marandi, le professeur Hank et avec Mark Sloboda. On aura 3 podcasts demain. Toujours un grand plaisir. Great pleasure, as always.